final. Yaya 2012 final. Celtics will go home after. El inmaculado césped del Santiago Bernabéu. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour cet autre numéro de Al Bayan Sport. Allez, la team de consultants est bien en place pour cette émission. Allez, salam alaikum, mon cher Ahmed Bakayoko. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment est-ce qu'on se porte? Ça va très bien, toujours un plaisir d'être ici. Ça fait plaisir. Et il est également là sur ce plateau, notre très cher consultant Saad Oumar. Salam alaikum Saad. Wa alaikum salam. Oui. Comment est-ce qu'on va? Alhamdoulilah, ça va. Nous, on est ravis de vous retrouver, nos téléspectateurs également, parce que vous les avez manqués. Voilà, ils ont même pensé que vous étiez du côté du Qatar à Doha. Oui, c'était dans le domaine du sport, mais c'était avec l'équipe de handball. Ah, ok, donc, super. Et ça rentre toujours dans le cadre de Al Bayan Sport. Eh bien, on parlera de Coupe du Monde dans cette émission, mais sur quel aspect? La réponse avec Astou Kone qui nous plante le décor de cette émission. Ça y est, la fête du ballon rond est lancée depuis samedi dernier. Les Qataris se sont brillamment illustrés en dehors des terrains avec une cérémonie d'ouverture spectaculaire assortie d'une touche spirituelle. La lecture de la sourate Al-Hujurat a résonné dans les oreilles du monde entier. Puis dit cette sourate dans le noble Coran? Réponse avec un spécialiste des questions religieuses. Les Black Stars du Ghana se sont inclinés in extremis face au Portugal, 3-2. Nous étions pour vous au cœur des communautés ghanéennes dans l'ambiance mondiale. Vous vivrez l'ascenseur émotionnel des supporters du Ghana en Côte d'Ivoire. Et puis, il est le consultant de Al Bayan Sport pour la Coupe du Monde. La légende ivoirienne Alain Boimene donnera son œil de spécialiste sur la qualité de ce mondial après les premières journées. Chers experts, place à vos mots. Allez, on est de retour sur ce plateau de Al Bayan Sport. On a vu ensemble, chers messieurs, le sommaire de cette émission. Et comme il est de coutume dans notre émission spéciale Coupe du Monde, on démarre avec Tour du Qatar. Allez, on l'a dit, on démarre avec Tour du Qatar. Et dans Tour du Qatar, on va s'intéresser à la cérémonie d'ouverture de cette Coupe du Monde. Et l'un des faits marquants était la récitation du noble Coran avec la sourate 49 de la sourate Al-Hujurat du verset 13. Allez, on va regarder les images et on revient. Allez, on vient de voir la récitation de cette sourate, la sourate Al-Hujurat, qui a été récitée par l'un des ambassadeurs de cette Coupe du Monde, le jeune Al-Moufta, qui est également youtubeur. On l'a reconnu, on a reconnu également le célèbre acteur, Freeman, Morgan Freeman, qui est également présentateur télé. Mais, cher monsieur, qui dit cette sourate Al-Hujurat? Eh bien, l'un de nos spécialistes des questions religieuses du côté du groupe média Al Bayan a répondu à la question. On regarde et on revient. D'abord, Allah dit dans ce verset, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakar wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des tribus, des nations, pour que vous vous entreconnaissiez. Le message que nous pouvons voir à travers ce verset est que Allah nous a créé des différentes nations, des différentes tribus et des différentes couleurs. Nous vivons sur les différents continents pour que nous mettons en place des activités, nous mettons en place des idées, nous mettons en place des programmes à travers lesquels nous allons nous connaître. Nous voyons aujourd'hui à travers le sport en général et à travers le football en particulier comment les nations se rendent des visites, comment les nations s'aiment, comment les nations organise des différents programmes. Donc c'est ce qui l'islam veut de nous, c'est ce que l'islam veut que nous mettons en place. Donc c'est pourquoi je pense que ce verset a été récité
au début de cette Coupe du Monde au Qatar 2022. Allez, Sanogo Zoumana qui nous donnait des précisions sur voilà, le sens de cette sourate, la sourate Al-Hujurat. Et je vais me tourner vers Saad Oumar. Saad, dites-nous, parmi tant de sourates du Coran, pourquoi le choix de celle-ci particulièrement? Moi, je pense que le Qatar veut montrer aux yeux du monde que l'islam est une religion de cohésion, de tolérance, d'ouverture. Parce que cette sourate parle de la relation entre les croyants et la religion, de la relation aussi entre les croyants et les non-musulmans. Donc c'est un message fort que le Qatar veut montrer, c'est-à-dire au-delà des considérations qu'on peut avoir, des préjugés qu'on peut avoir avec l'islam, mais l'islam accepte tous les peuples, accepte tous les coutumes. Parce que c'est une religion universelle, c'est une religion de paix, c'est une religion aussi qui accepte aussi l'existence aussi des autres religions. Bakayoko a quelque chose à dire sur le choix particulier de cette sourate? Oui, moi je pense que cette sourate-là est la caractéristique parfaite pour définir l'islam. En fait, l'islam sert l'universalité, l'islam c'est l'ouverture vers les autres, l'islam c'est la tolérance, c'est la cohabitation. Et dans un contexte marqué par une sorte de déstabilisation de notre belle religion, je pense que cette sourate, dans ce contexte-là, a été comme une caisse de résonance à travers le monde entier. C'est-à-dire qu'à travers la récitation de cette sourate dans un contexte comme la Coupe du Monde, qui réunit parfois 2 millions à 3 millions, voire plus de 5 millions de téléspectateurs, à entendre le véritable sens de l'islam, je pense que ça pénètre dans les oreilles des uns et des autres. La Coupe du Monde, c'est des milliards de téléspectateurs. Excusez-moi, on verra minimiser cette... Mais voilà, en fait, c'est-à-dire que pour tous ceux qui avaient en fait une sorte de sous-évaluation de notre religion, tous ceux qui avaient des stéréotypes figés sur notre religion, et ben voilà, ils ont la meilleure représentation de ce qu'est l'islam. L'islam, c'est parce qu'on nous décrit à travers les médias occidentaux qui sont, entre guillemets, ficelés par des marionnettes. On parle d'économie des médias, on sait ce qui se passe derrière, mais cette Coupe du Monde est le véritable, en tout cas, prototype de ce que représente l'islam. Et la sourate est le meilleur passage pour expliquer cela. Moi, je pense que le Qatar profite aussi de l'événement pour faire ce qu'on appelle la dawa, c'est-à-dire appeler les gens à la religion. Il y a eu plusieurs convertis depuis le début de la Coupe du Monde. Il y a des centaines de prédicateurs qui sont arrivés à Doha, qui font des conférences. Donc il y a le volet football, il y a le volet aussi de la dawa, c'est-à-dire appeler les gens à la religion, la communication, l'information, parce que l'islam souffre de ça, de sa désinformation. Donc c'est utilisé aussi de manière néfaste par certains médias. Donc le Qatar a montré cette facette-là de l'islam. Vous avez vu le titre? Le titre est très significatif, l'islam à l'honneur. Ouais. Je vais dire, le Qatar fait ce qu'on appelle une démonstration de force pour montrer ce que c'est que l'islam. Et en récitant le Coran à travers des milliards de téléspectateurs, c'est un signal fort qu'on envoie au monde pour dire voilà ce qu'est la vraie image de cette religion, que certains tentent par des moyens ou par d'autres moyens de déstabiliser ou de décrédibiliser. Et bien voilà ce que c'est cette religion. Cher monsieur, on parle de l'islam qui a été à l'honneur. Oui, l'islam a été encore une fois à l'honneur avec ces images, cette autre image de la lecture coranique lors de la cérémonie d'ouverture qu'on va suivre. So what we're watching now is the teacher talking about the Quran. Allez, cher monsieur, on l'a vu ensemble, un adulte, un sage, voilà, un maître coranique même pratiquement, avec les enfants autour de ces derniers. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce que cela vous inspire, mon cher Saad? Oui, c'est une leçon encore que le Qatar donne cette fois-ci aux musulmans du monde entier, c'est-à-dire il faut enseigner l'islam à ses enfants, il faut enseigner le Coran, il faut enseigner aussi les hadiths du prophète Mohammed, paix salut sur lui. Donc c'est un message que le Qatar donne. Il y a plusieurs volets. Le Qatar, c'est qu'il y a 3,5 milliards de téléspectateurs, c'est-à-dire pratiquement une personne sur deux vont suivre la Coupe du Monde. Donc le Qatar fait passer là un message aux non-musulmans pour dire nous, c'est la tolérance,
on est prêt à accepter tout le monde à partir du moment où on respecte nos droits, nos coutumes, les règles de l'islam. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Ensuite, le Qatar aussi fait passer aussi le message ici à travers, ça c'est à travers ça aux musulmans, d'éduquer les enfants, d'enseigner la religion aux enfants. C'est primordial. En tout cas, les images sont belles, et ces enfants qui sont là pour acquérir la sagesse islamique. Oui, bien sûr, on dit une image vaut 1000 mots. Oui. Et de voir des enfants sur un stade ensemble réunis, le symbole que cela représente, c'est simplement le vivre ensemble. C'est seulement montrer que l'islam est un facteur de cohabitation, de vivre ensemble, d'entraide, de solidarité, toutes ces vertus-là. Eh bien, moi, ce que je remarque et je veux saluer derrière cette initiative, mais on ne se rend pas compte que le Qatar est en train de positionner l'islam, en tout cas dans un niveau un peu plus supérieur au niveau du monde entier, surtout en termes de respect, de considération, de valeur à cette religion-là. Le Qatar est en train de faire un travail de fond, parce que d'aucuns ont voulu boycotter la cérémonie d'entrée, parce que quand c'est le Qatar qui le fait, d'autres voient l'islam derrière en se disant que est-ce que les musulmans sont capables d'organiser une telle cérémonie? Et bien cela a donné tort à ces détracteurs-là pour dire que l'islam est capable de surprendre et démontrer ce que vous n'imaginez même pas. Et malheureusement pour eux aujourd'hui, cette fête-là peut être considérée comme la meilleure ouverture de cérémonie de l'histoire de la Coupe du Monde, tout simplement. Effectivement, voilà, cher Bichou, avant de poursuivre cette émission, on va préciser qu'on n'aura pas notre spécialiste avec son œil dans ce numéro. Voilà, notre spécialiste qui a été empêché par des raisons. Voilà. Donc on va le retrouver, c'est clair, la semaine prochaine pour le prochain numéro. Allez, on continue cette émission. Cette fois-ci, on va parler du terrain, du terrain avec des exploits déjà dans cette Coupe du Monde, avec la victoire de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine, 2-1. On va voir d'abord les images de joie des Saoudiens et on revient parler de cet exploit. C'était vraiment la joie vraiment intense du côté des communautés saoudiennes. Est-ce que vous vous attendiez à un tel score, mon cher Saad? Une victoire, non, mais peut-être un match nul, lui. L'Arabie Saoudite, contrairement au Qatar, c'est une grande nation de football. Depuis les années 90, l'Arabie Saoudite aussi est rentrée dans le football en organisant des compétitions. Il y a eu la Coupe de la Confédération, il y a eu plusieurs Coupes d'Asie, ils ont eu un championnat stable. Donc c'est le travail qui paye. Mais il faut souligner aussi que c'est la patte aussi de l'entraîneur Hervé Renard. Ah oui, on va en arriver, on va parler du tacticien français. Voilà, mon cher Bakayoko, dites-nous, c'est une victoire qui vous surprend également, j'imagine? Je ne sais pas s'il y a un qualificatif plus que surprend, mais moi j'étais tout simplement estomaqué parce que pendant le cours du match, moi j'étais à l'antenne, 95.7 pour faire une petite pub dans parenthèse. Pendant que j'animais, je monte, je vais tirer le conducteur pour descendre. Je regarde le poste téléviseur, il y a 1-0 pour l'Argentine. Donc je me dis le match il est tout fait. Donc je retourne à l'antenne, je viens parce qu'il doit faire une photocopie, je fais même pas 5 minutes, je reviens, il y a 2-1. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je demande à Kanaté, est-ce que le match n'a pas été truqué? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il dit non. Parlons de cette victoire. Pour vous, c'est une victoire tactique ou psychologique? C'est plus psychologique, simplement parce que l'Arabie Saoudite a eu un supplément d'âme. On peut voir les images bien sûr. L'Arabie Saoudite a eu un supplément d'âme. L'Argentine a fait malheureusement l'erreur de sous-estimer l'Arabie Saoudite. Vous pensez qu'ils ont sous-estimé là? Pour moi, c'est du laxisme. C'est grand professionnel qu'on a, mon cher Saad. Ça arrive, on le voit tout le temps en Champions League. Sous-estimé un peu, mais en Coupe du Monde, est-ce qu'on peut sous-estimer encore une fois? Ça arrive, c'est naturel. C'est pas. Après, dans un groupe, il y a des professionnels, il y a des joueurs qui tirent des gens vers le haut. Mais Ronaldo l'a dit à Manchester. Tout le monde n'a pas le même degré d'exigence en termes de professionnalisme. L'Argentine, quand il rentre dans son vestiaire, il se dit je mène l'Arabie Saoudite 1-0, le match il est tout fait. Ça sera une escalade de buts, il y aura 8-0. Et puis à un moment, il y a une facilité déconcertante qui se lit dans le jeu. Il y a des joueurs qui n'arrivent même pas à faire des passes à c'est psychologique. C'est psychologique et en ce moment-là, c'est là que sort la magie de Hervé Renard. Parlant de Hervé Renard, on a des images de ce dernier à la mi-temps où son équipe était menée 1-0. On va voir ces images de Hervé Renard avec ses joueurs dans les vestiaires et on revient.
Like you guys, huh? Except Salman. Because now he can play, but the other one. Oh. What are we doing here? Saleh. Hey. This is a pressing. Pressing doesn't mean you will go high. Mati, last time, Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. كورة مع ميسي انت قاعد tu marques him in the middle. تبغى عليه يخرج يروح يغطيه ويضغط عليه. Take your phone, you can make a picture with him if you want. Yes, but تتصوروا معاه. You are in front of the defense. You have nobody. He's going to follow. روح اتبع وقفل عليه. With ball you are good. بالكورة احنا كويسين. Did you see what you did? شفتوا ايش سويتوا؟ You don't feel something here? ما حسيتوا بشيء الوقت المناسب اللي تضغط فيه وتكسب؟ Allez, j'ai Hervé Renard dans tous ses états, oui, qui était en train de vraiment secouer ses joueurs. Et on a le traducteur Hervé Renard qui parle en anglais. Et on a un traducteur arabe qui lui également est dans l'intensité du discours de l'entraîneur. Pour ceux qui veulent comprendre un peu ce qui a été dit, on va expliquer très rapidement. Oui. Il reprochait à ses joueurs le manque d'agressivité, le manque de pressing et la hauteur du bloc. Et il s'est même plaint du fait que ses joueurs laissaient Messi traverser les terrains. Et il a même ajouté, si vous voulez un selfie de Messi, il n'y a pas de problème. Mais faites le pressing que je vous demande et on est en Coupe du Monde. Allez Saad, quand vous voyez ces images, on peut dire que c'est la victoire aussi d'Hervé Renard. C'est la victoire d'Hervé Renard peut-être à 50-70%. Hier, Touré par exemple, quand il était le capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire victorieuse en 2015, quand Hervé était l'entraîneur des éléphants, disait que lui, il était arrivé à un niveau de sa carrière, il pensait qu'il connaissait tout. Il n'avait plus besoin de motivation. Mais Hervé lui a apporté quelque chose de plus. Pourtant, il était déjà ballon d'or plusieurs fois africain. Donc, Kopa Baye me disait chaque fois, mais que c'est quelqu'un, quand tu es dans les vestiaires, quand tu sors, c'est autre chose. Donc, le football, c'est psychologique d'abord. C'est mental d'abord. En tout cas, ça a été clairement l'un des grands exploits, pour ne pas dire le grand exploit de l'histoire du football saoudien. Vit en Coupe du Monde, battre l'Argentine, ce n'est pas rien. Et voilà, l'équipe saoudienne qui jouait aujourd'hui, et ça s'est moins bien passé que la précédente fois. Vous avez le score, hein, j'imagine, cher monsieur. Battu 2-0 par la Pologne. Oui, c'est donc la prochaine rencontre pour les Saoudiens, mon cher. Oui, face au Mexique. Face au Mexique. C'est pas gagné d'avance. C'est pas toujours on peut gagner au mental. Ça va être compliqué. Voilà, ça va il faut aussi de la consistance, des valeurs aussi, des qualités aussi, tout et tout. Mais les équipes comme l'Argentine sont faciles à souvent à battre. Quand tu as une équipe qui est basée sur un seul joueur, quand celui-là est moins bon, l'Argentine c'est possible aussi. Allez, on va toujours avec ce sujet de l'Arabie Saoudite avec ces dernières images de joueurs également. Voilà, sur toujours cette victoire de l'Argentine sur de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine. C'est un match passé, on en a assez parlé. Allez, l'Arabie Saoudite, qui a réalisé l'un de ses grands exploits en Coupe du Monde face à l'Argentine et qui a été battu aujourd'hui 2-0 par la Pologne et qui doit aller chercher la qualification face au Mexique. Un autre exploit, oui, dans cette Coupe du Monde, c'est le succès du Japon sur l'Allemagne. 2 buts à 1. Bakayoko, quand vous voyez l'effectif de l'Allemagne, ça vous surprend énormément que cette équipe soit tombée. Ça vient corroborer tout simplement la thèse qui dit que le football est une science irrationnelle. Moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi le Japon a gagné l'Allemagne. J'ai rien compris. Par des démarches scientifiques, j'ai pas compris. Simplement, on vous dit que le football, on fait pas appel à la raison. Quand vous regardez le match, sur le papier, la différence entre le Japon et l'Allemagne, c'est à des années-lumière. L'Allemagne est supérieure totalement. Et vous regardez un match où l'Allemagne a le pied sur le ballon.
où l'Allemagne a les meilleures phases offensives et tout. Et puis, après l'avoir mené au score par un but de Gundogan sur penalty, l'Allemagne se retrouve à faire le même jeu que l'Argentine, c'est-à-dire sombrer dans une facilité déconcertante. C'est-à-dire que là, on a l'ascendance psychologique dans le match, on a tout ce qu'il faut. Et puis, on commence à laisser le pied, on commence à lever le pied sur le ballon. En ce moment-là, le Japon qui a des flèches en attaque, le Japon qui a un jeu vertical très porté vers l'avant, qui a des joueurs très rapides sur ses côtés, commence à mettre un système offensif en place où il commence à arrêter de jouer bloc bas et à faire pousser le bloc offensif. Et en ce moment-là, le Japon se rend compte que la défense allemande est fébrile. Et c'est là qu'il faut arriver. Quand vous prenez la ligne défensive de l'Allemagne, vous avez des joueurs, excusez-moi le terme, mais c'est quand même c'est des sacs de boxe, ils sont assez lourds. Donc vous avez Soule, qui est axe défenseur central, qui se retrouve à jouer latéral droit, alors que Soule, en termes de vitesse, franchement, c'est pas le meilleur, il est très loin d'être le meilleur. Et les Japonais comprennent ça, ils commencent à utiliser les failles de l'Allemagne. 2-1, moi je suis pour, mais j'arrive pas à comprendre parce que je me dis avec le niveau de l'Allemagne, on peut pas sombrer dans ce type de défaillance. En tout cas, les Allemands qui s'inclinent et qui auront dans leur poule l'Espagne qui a fait fort, 7 buts à 0 d'entrée face au Costa Rica. En tout cas, ça a été une victoire célébrée à sa manière du côté des villes japonaises à Tokyo et à Osaka. On voit ces images. En tout cas, ça a été vraiment un succès qui avait sorti vraiment la population japonaise pour célébrer cette victoire. M. Bakayoko, le prochain match du Japon, c'est... Le Japon jouera le Costa Rica, lequel on avance. Ça sera un match en tout cas pour essayer de se relancer du côté du Costa Rica qui en a pris cher, 7 buts à 0. Avant de poursuivre cette émission, on va souligner que le Qatar est éliminé de sa compétition après 2 matchs dans cette Coupe du Monde, après sa défaite face au Sénégal, 3 buts à 1, et c'est la deuxième nation organisatrice d'une Coupe du Monde qui est éliminée en phase de poule après l'Afrique du Sud en 2010. Allez, chers messieurs, on va poursuivre cette émission avec cette fois-ci dans l'ambiance de la Coupe du Monde. Minute, Mbappé. Allez, dans l'ambiance de la Coupe du Monde, l'équipe de Al Bayern Sport était au cœur de l'ambiance de 2 rencontres avec 2 communautés. D'abord avec les supporters gagnés lors de la rencontre entre le Portugal et le Ghana. Et puis on va suivre cette ambiance d'avant, pendant et d'après match, et on revient sur ce plateau. Franchement, Ghana joue bien pour le moment, mais c'est qu'il faut que nous assurer la chose, le jour pour gagner le premier but d'abord. Là, on sera avantage pour nous qu'on peut gagner le match. Mais si le Portugal marque le premier but, je ne sais pas trop ce que nous, on peut gagner le match. Ça sera trop pression aussi nous. Mais ma prière que Ghana marque le premier but d'abord. Là, le match, ça sera gagné pour Ghana. Je suis sûr que les défenses connaissent Cristiano Ronaldo très bien parce que c'est un joueur, franchement, il est fort. Il joue bien, très bien. Mais les défenses vous gagnez, c'est comment il connaît le Cristiano Ronaldo, frère vrai même. Il ne peut pas laisser le Cristiano Ronaldo pour passer, pour marquer le premier but. Oui, on peut gagner le match, bien sûr. Okay. Avec ce système que l'entraîneur a mis en place. Je sais qu'en deuxième mi-temps, il va changer de stratégie. D'accord. Parce que quand il va changer de stratégie, tout va bien. Parce que je sais que le premier mi-temps, ça ne va pas. Mais comme c'est un entraîneur de l'équipe nationale, il est capable de changer tout moment. Mais je sais qu'il va changer de stratégie. Mais si c'est comme ça, on ne peut pas gagner le match. Mais il faut qu'il change de stratégie pour gagner le match. 5 défenseurs qui nous pénalisent. Avec 4 milieux, un seul attaquant, ça ne paye pas. Ça paye pas. Il faut qu'il change de stratégie. Il joue 4-4-2. Il faut qu'il amène un attaquant, il en ait un défenseur pour jouer le match. Ça, on ne peut pas gagner le match. C'est 2-1. On va gagner le match. 2-0. Bon dispositif de cette équipe dans leur schéma.
qui le respecte très bien. Mais attention à Bernardo Silva qui va sur João Félix. Attention, ne fait pas laisser bien de l'espace à ce garçon-là, Bernardo Silva. Ghana, Portugal, en tout cas, ça n'a pas été mal en tout cas. Quand moi j'ai vu, c'était Zou. En tout cas, ils ont bien joué. En tout cas, moi je suis fan. Voilà, et pas menti. En tout cas, c'était pour ça. Allez, Albert Sport était vraiment au cœur de cette communauté ghanéenne tout au long de la rencontre. Le score n'a pas été ce qu'espérait cette communauté ghanéenne, puisque le Ghana a été battu 3-2. Un élément signé de Ouattara Suleiman et de Diarra Mamadou. Cher monsieur Barekou, est-ce qu'on peut dire que c'est une défaite injuste au vu du scénario du match? Injuste parce que le football veut répondre à une certaine logique. Sinon, moi je pense que la réponse est toute trouvée. Le Ghana mérite sa défaite. Malheureusement, excusez mon africanité, mais le Ghana a trouvé sa défaite parce que simplement, ils ont fait preuve de naïveté. Quant à 1-1, l'entraîneur décide de faire sortir André Ayou. Moi, je ne comprends pas le choix. Parce que c'est pour moi clairement un manque d'ambition. Quand vous avez 1-1, vous gardez vos meilleurs atouts offensifs et vous tentez d'enfoncer le coup avec le deuxième but. En sortant Ayou, vous montrez à l'adversaire que vous voulez jouer bloc bas. Et en ce moment-là, le Portugal comprend que le Ghana veut reculer. Et eux aussi, ils font entrer leur arme offensive. Et juste après la sortie, juste après la sortie d'Ayou, avant même, pendant qu'il est en train d'être félicité par ses coéquipiers, puisque c'est lui qui marque le premier égalisateur, et derrière, il constate qu'il ils ont perdu leur leader, ils sont déboussolés. Oui, mais en fait, ça pose un problème de préparation. C'est-à-dire, en Afrique, on pense que le football, c'est seulement sur les terrains. C'est seulement physique, athlétique, tactique, mais il y a aussi, le mental. C'est-à-dire, on ne peut pas égaliser et puis être heureux, quoi. C'est-à-dire quand on va en Coupe du Monde... Pour vous, ils étaient dans l'euphorie encore. Non, ils étaient dans l'euphorie. Moi, je ne peux pas comprendre. Tu mets même Ayou, même qui est le plus expérimenté, qui est capitaine, sa réaction, c'est pas normal. Il sort, il prend du temps, il sort. Selon lui, peut-être 1-0, 1-1, c'est un bon résultat. Ça ne doit pas être un bon résultat. Parlant de Ayou, on a son analyse du match. Voilà, on va l'écouter. On s'est battu. La première mi-temps, ils ont eu beaucoup de possession de balles. On n'a pas réussi à leur créer assez de danger parce qu'ils avaient vraiment bien le ballon. Peut-être qu'on ne pressait pas assez haut. Mais je pense qu'on était bien solide en bloc. Malgré qu'ils avaient la possession, ils n'avaient pas vraiment d'occasion de but. Après, c'est vrai qu'avec ce penalty, ça change la donne du match. À ce niveau-là, je pense que des penaltys comme ça, avec tout ce qui existe, la VAR, etc., c'est dur. André Ayou, très remonté contre l'arbitrage de cette rencontre perdue par son équipe qui a marqué le but égalisateur. Est-ce que vous partagez son avis? Non, pas du penalty. Penalty, c'est vrai que c'est discutable, mais le Ghana pourrait marquer 2, 3 buts, 4 buts si le Ghana avait voulu. Le Ghana n'a pas eu l'ambition qu'il faut. Mais en face, quand même, on a des grands joueurs. Le Ghana, quel grand joueur que le Ghana aussi n'a pas? Qui en fait des carrières. Non, il faut que les pays africains arrêtent d'aller en victime, à participer pour participer. Non, on participe pour gagner. On peut pas être à 1-1 et puis être heureux. Non. Le Ghana pouvait, si le Ghana avait mis ses ambitions à un certain niveau, le Ghana pourrait gagner. Imaginez, Ayou, tu égalises, tu sors à 1-1, tu es heureux. Mais je sais pas, c'est pas lui qui demande la sortie. Après, non, il était heureux quand il sortait. L'expression. Il était heureux en sortant. Et puis, celui qui marque le deuxième but ghanéen, il marque, le Ghana était mené 3-2, mais il s'élève son but. Normalement, tu vas dans les filets, tu prends le ballon et puis tu retournes, parce que tu es mené. Selon lui, déjà marquer un but à la Coupe du Monde, déjà, c'est déjà suffisant pour lui. C'est-à-dire que les Africains, on pense qu'on ne va pas en Coupe du Monde pour participer et puis revenir à la maison. On va pour gagner parce que vous partez représenter un continent. Ça, c'est pas encore fini pour le Ghana. Il y a encore 2 matchs. Voilà, le Ghana qui peut se relancer pour ses prochaines rencontres. Barekou. Oui, même pas avec ce type de mentalité-là. Moi, je suis entraîneur gardien. Moi, clairement, mes joueurs, le lendemain à la séance d'entraînement, c'est clairement du physique qu'on fait. C'est une punition. On peut pas porter l'Afrique avec ce type de mentalité. Pour moi, c'est un manque d'ambition. C'est un football précaire. Quand vous marquez le deuxième but et que vous êtes à 3-2 comme Saad l'a dit, vous n'allez pas célébrer le but à la Ronaldo qui est en face de vous.
Pour moi, c'est humiliant. Il faut mener une campagne, moi, je sais pas, moi, de sensibilisation zéro complexe. On a l'impression qu'on part avec un sentiment d'infériorité face à nos adversaires. Le Portugal, c'est vrai, a les meilleurs joueurs que le Ghana sur le papier, mais en termes de jeu, ce que le Portugal a montré, le Ghana avait largement les moyens de titiller cette équipe. Et c'est ça le problème de nos équipes africaines. Regardez le Sénégal face aux Pays-Bas. Regardez le Maroc face à la Croatie. Ils ont trop respecté l'adversaire, ce qui fait qu'en retour, on a eu des scores dont on ne méritait même pas. Et c'est pareil pour le Ghana. On ne va pas continuer dans ce type d'erreur. Bakay, comment ne comprend pas quel complexe on peut avoir? Le Portugal n'a jamais remporté le Coupe du Monde. Le Ghana aussi. Ah mais Baba Ramani, il est étonné de voir Cristiano Ronaldo. Le Ghana est 4 fois champion d'Afrique. Le Portugal n'a pas pris 4 fois l'Euro. Ah oui. Donc le Portugal doit compenser face au Ghana. La génération d'Ayo est champion du monde, des juniors. Donc ils ont été c'est un niveau supérieur quand tu as 5 fois ballon d'or sur ton côté. On ne regarde pas de la même façon que quand tu joues avec Ghana. Le Ghana pourra se relancer face à l'Uruguay et face à la Corée du Sud pour se qualifier. Moi je suis très pessimiste en tout cas. L'espoir n'est pas encore perdu pour cette équipe ghanéenne. On a été également au cœur d'une autre communauté, oui, la communauté sénégalaise cette fois qui a accueilli les équipes de Al Bayan Sport avec le 12e Guindé, voilà, Al Bayan Sport a vécu la rencontre au cœur du 12e Guindé. On va suivre la rencontre et enfin ces images de cette rencontre, voilà, entre le Qatar et le Sénégal. C'était la réaction des supporters et Al Bayan Sport était au cœur des supporters, le 12e Guindé sénégalais. Aujourd'hui, on est de tout cœur avec les Lions. C'est un match très important pour nous. Parce que ce qui s'est passé le premier jour, vraiment, ça nous a un peu déçus. Mais on est de tout cœur avec eux. Ce match d'aujourd'hui est très important. Ça ne sera pas facile avec pays d'organisateurs. Mais les Lions, c'est les champions d'Afrique. Ensuite, on représente l'Afrique. On va gagner, Inch'Allah. Après match, on vous invite encore pour vous dire que les Sénégalais savent ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Parce que le premier match, c'était un peu bizarre. Mais aujourd'hui, on sait que le lion, c'est le lion. Donc vraiment, aujourd'hui, on est tellement soulagés. Inch'Allah, la prochaine match, je pense qu'on va rentrer à l'Institut. On va dire que rien n'a pas encore joué. Parce que ça nous reste une grande équipe. Oui, cette grande équipe elle est toujours grande. Donc je pense qu'avec l'Institut, tout ça va aller. La joie pour ces 12e Guindé, oui, c'est le surnom des supporters du Sénégal, content pour cette première victoire africaine après la défaite d'entrée face aux Pays-Bas. Le Sénégal qui se relance complètement dans cette compétition. Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès qui donne de l'espoir? On souligne, mon cher Saad, que vous étiez à l'origine de ce reportage au cœur du 12e Guindé. Est-ce que c'est un succès qui donne de l'espoir? Oui, ça donne beaucoup d'espoir. Le Sénégal, contrairement aux 4 autres nations africaines, quand même, a regardé droit dans les yeux ses adversaires. Donc, c'est sur le plan tactique qu'il faut corriger des choses. Sinon, dans l'émotion, dans la gestion du match, tout le Sénégal a montré de belles choses. Elle joue bien au football, elle fait sortir le ballon. Mais c'est quand elle perd le ballon qu'elle se met en difficulté. Parce que le premier rideau défensif n'existe pas. Depuis que Cheikhou Kouyaté s'est blessé au premier match, Gana Gueye n'a pas pu stabiliser ce milieu de terrain. Donc dès que le Sénégal perd, dès qu'elle est en difficulté, donc les défenseurs sont toujours en difficulté, sont toujours en proie à des difficultés. Donc il y a ça qu'il faut corriger. Il faudrait que l'entraîneur Aliou Cissé trouve la solution. C'est ça qui est la clé du match. C'est-à-dire qu'il faut stabiliser le milieu de terrain et puis pour gagner. Parce qu'avec les Équatoriens, ça va vite. Valencia et ses compatriotes. Parlant du prochain adversaire du Sénégal, oui, c'est bien à l'Équateur qui a fait match nul face aux Pays-Bas. Mon cher Bagayoko, c'est un adversaire de taille quand même pour les Sénégalais qui doivent aller chercher la victoire face à l'Équateur. Oui, un adversaire redoutable. Moi, sincèrement, d'aucuns vont me tirer là-dessus parce que je suis très pessimiste à l'idée de ce que j'ai vu, le contenu du match du Sénégal. Vous étiez pessimiste avec le Ghana encore, avec le Sénégal? Oui, actuellement, il n'y a aucune équipe africaine, moi, sincèrement, qui m'a clairement emballé. Donc, j'attends de voir. On rappelle que la Tunisie s'est inclinée aujourd'hui. Oui, bien sûr. Voilà, donc, j'attends de voir. De tout ce que j'ai vu. La Tunisie s'est inclinée face à l'Australie. Oui, 0-0. Bien sûr. De tout ce que j'ai vu, pour moi, c'est le Maroc qui tire un peu son épingle du jeu. On en reviendra dessus. Mais par rapport au Sénégal, pour moi, il y a trop de lacunes dans le jeu. Et le joueur le plus symptomatique de cette défaillance-là, pour moi, c'est Kalidou Koulibaly. Je ne le reconnais plus. Il est fantomatique.
Kalidou Koulibaly à Napoli, c'était top 3, top 4 meilleurs défenseurs centraux. Mais là, Kalidou Koulibaly, excuse-moi, je n'ai rien à envier. Eric Bailly n'a rien à lui envier. C'est pas un manque de respect, mais c'est pour dire en fait la régression du joueur. Kalidou Koulibaly est méconnaissable à défense, à Chelsea. Il est l'un des mots de l'équipe. Au Sénégal aussi, il ne rassure pas Edouard Mendy, qui aussi depuis la saison est catastrophique. Donc je vais dire en fait, le Sénégal, avec son patron en défense, son ministre de la Défense, qui n'est pas au top de sa forme, je ne vois pas comment ils vont réussir à contenir les assauts des joueurs équatoriens qui, moi, je ne sais pas si c'est dopent avant de venir sur le terrain, mais ils sont clairement rapides, ils sont véloces. Donc je veux dire, il va falloir canaliser ce problème-là, parce que je ne m'inquiète pas au niveau de la ligne offensive, parce qu'avec les pépites d'Iliman Ndiaye, Jackson, avec Boulaye Dia et autres, il y a clairement quelque chose à faire. Mais vraiment au niveau milieu de terrain, Gana Gueye qui est orphelin de Cheikhou Kouyaté, et puis Pape Gueye qui est vraiment en phase expérimentale, niveau international. Et puis la défense, clairement, moi j'ai peur pour l'avenir, parce que je croise j'espère vraiment que le Sénégal va se qualifier. Ça, c'est mon africanité qui le dit, sinon mon objectivité ne me dit pas ça. Et je termine avec ça. Si le Sénégal croise une vague offensive comme le Brésil ou la France, disons adieu au mondial. Parlons des vagues offensives. On oublie en football que la première défense, c'est le milieu, sinon l'attaque même. Il n'y a pas de milieu au Sénégal. Oui, il n'y a pas de milieu au Sénégal. Donc, quand tu n'as pas de milieu, c'est-à-dire les défenseurs sont surchargés. Donc, tu vois, on accuse les défenseurs souvent, mais quand on n'a pas de milieu défensif, comme on n'a pas un premier rideau qui est là pour compter l'offensif, la défense, à un moment, même si elle est bonne, va craquer. Mais ça, on a critiqué ensemble le milieu de l'équipe de France en disant que le milieu était expérimental, mais la défense tient le bout. La défense tient. Mais le milieu est expérimental, mais il joue bien. International. Oui, mais il joue bien. Quand il y a un Tchouaméni qui est là, qui fait le boulot, souvent il est c'est pas le grand Tchouaméni qu'on a. On va rester avec le Sénégal. Il fait le boulot. On vous a compris. Voilà, c'est une équipe de Sénégalais qui doit s'améliorer, qui doit faire mieux. Qu'est-ce qu'on a vu face au Qatar pour aller chercher la victoire face à ces solides, ces coriaces équatoriens pour la prochaine rencontre de cette poule. Nous disons encore un grand merci à la communauté ghanéenne et à la communauté sénégalaise d'avoir accueilli l'équipe de Albert Sport. Et on continuera tout au long de la compétition à être au cœur des communautés africaines dans l'ambiance de la Coupe du Monde. Allez, chers messieurs, on va partir pour la mi-temps. On est en sport et il faut marquer la pause et on revient pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Retour sur ce plateau du Albert Sport pour la deuxième partie de cette émission et ils sont là avec nous, chers téléspectateurs, et ce sont nos spécialistes maison en question sport, Saad Oumar qui est là et également en face de ça, on a Ahmed Bakayoko. Chers messieurs, on va poursuivre cette émission en cherchant à savoir avec vous comment vous avez trouvé déjà la compétition après une semaine au niveau de l'organisation Bakayoko. Au niveau de l'organisation, moi, en tout cas en termes d'infrastructure, il n'y a rien à dire. Moi, le bémol en ce moment, c'est la gestion du match par le corps arbitral. Moi, je ne comprends pas le temps additionnel. Je ne comprends clairement pas. Ah oui, on a quand même des temps additionnels qui dépassent les 10 minutes. Oui. C'est pratiquement 14 minutes. C'est une décision de la FIFA. C'est-à-dire, après plusieurs études, la FIFA a constaté que réellement, le football, ce n'est pas 90 minutes sur le terrain. On perdait beaucoup de minutes, une dizaine de minutes. Quand tu suis souvent les matchs de basket, tu as des matchs souvent de 2 fois 20 minutes, de 40 minutes, mais qui se tiennent dans une fourchette de 2 heures du temps. Parce que là-bas, on arrête le chrono. Mais le football, il y a tellement de temps perdu dans les arrêts de jeu, tout. Donc la FIFA a fait des études et la FIFA a constaté qu'il y a une dizaine de minutes qui étaient perdues réellement hors du terrain. Donc la FIFA rattrape ça, quoi. Oui, parce que l'essentiel, c'est sur la pelouse. Je pense que c'est la décision du directeur de l'arbitrage, l'italien Colina. Voilà. Je pense que c'est une mauvaise décision parce que ça vient empiéter sur la qualité du match et puis des joueurs. Je dis ça parce que les joueurs, avant de venir à la Coupe du Monde, n'étaient pas dans les conditions physiques optimales. Ils ont enclenché beaucoup de matchs au niveau du championnat, au niveau de la Champions League. Ils n'ont pas eu de temps de préparation pour la Coupe du Monde. Ils ont eu un tout petit laps de temps pour se regrouper, venir en sélection et puis faire des matchs amicaux enchaînés avec la compétition en même temps. Donc, venir les prolonger le match encore après le temps réglementaire avec des minutes encore kilométriques. Pour moi, ça n'a pas de sens parce que si on veut faire cette réforme, il faut attendre le contexte adapté. On veut faire comme le basketball, ok d'accord, mais pas dans une période où on a enchaîné des matchs où que les jambes sont lourdes et que les joueurs, Kevin De Bruyne l'a dit avant la Coupe du Monde, il dit c'est une façon de les tuer.
Quelle période? Parce qu'on est en début de saison, relativement on est en début de saison. Oui, mais on n'a même pas encore atteint la moitié de la saison. Je suis d'accord. Ça, c'est de 1, 2, 2. Si ces joueurs-là n'étaient pas à la Coupe du Monde, ils étaient dans leur club en train de jouer au foot. Ils jouaient aussi même chose les 3 fois par semaine en moyenne. Moi, je pense que la cadence, 10 minutes, c'est pas un deuxième match. 10 minutes, c'est pas un deuxième match. Ça permet aux joueurs qui trichent, ça permet aux équipes qui mènent, qui trichent, qui stimulent des fautes, des blessures, qui perdent du temps dans le remplacement, de rattraper tout ça. Je dis ça parce que les joueurs ne sont pas des robots. L'intensité au football n'est pas la même que dans les autres sports. Je veux dire, ce que le joueur gaspille en 45 minutes, c'est suffisant. D'aucuns pensent que c'est une façon de tricher, c'est une façon de se reposer, c'est pas des robots. Et après, ça vient empiéter sur la nature même du jeu parce qu'on n'a pas été habitué à ça. On vous aura compris. Dans plus de temps, ça joue. Vous n'avez pas la même. Parce qu'on n'a plus la même lucidité, on n'a plus la même concentration, on donne plus la même énergie, on est plus productif. Je veux dire, en 90 minutes, la gestion émotionnelle et la gestion physique du match est beaucoup plus réglementée, beaucoup plus cadrée. Le Japon a marqué début. Comment? Le Japon a marqué début. Je n'ai pas dit ça, je parle pas de ça. On ne parle pas du parler de Durant, peut-être. Oui. Non, je parle pas de ça. Pendant cette période. Je dis, quand tu regardes la Coupe du Monde, aller chercher sa victoire. Quand vous regardez la Coupe du Monde, depuis le début de la Coupe du Monde, la qualité des matchs, de vous poser des questions. Il y a un problème physique, clairement. Regardez le nombre de blessures, j'en parle même pas. Du spectacle. Le spectacle est terni à cause de ces réformes-là. Regardez le nombre de blessures. Même pas plus tard que hier, Valencia a chuté, Neymar a chuté. Non, ça c'est les tacles. Neymar, il a pris un coup. J'ai dit, en temps normal, Neymar, dans sa condition physique idéale, ne se blesse pas sur ce type d'action, qui était quand même moins que ce qu'il subit habituellement. Je dis ça parce que l'enchaînement des matchs, sur le rythme infernal auquel ils ont été confrontés, Kevin De Bruyne l'a critiqué avant le début de la compétition. C'est vraiment un suicide. Pour moi, c'est suicidaire. On peut enclencher cette réforme. Ça peut être bien, mais pas dans cette période-là. Dans l'ensemble, vous trouvez que l'organisation est parfaite? Oui, parfaite. C'est l'une des meilleures. Et ça, c'est déjà une excellente nouvelle. On va poursuivre cette émission, cette fois-ci, avec nos experts quartiers. Allez, dans cette rubrique, en ce jour, voilà, on a décidé d'aller encore une fois à la rencontre de nos experts dans nos quartiers pour avoir leurs avis, voilà, pour eux. Quelle équipe dans cette Coupe du Monde a donné la meilleure impression pour eux? Et ils ont répondu à nos questions. On va les suivre. Bien vrai qu'il y a eu des défaites, mais il y a eu l'engagement dans les matchs. Et puis Ghana est rentré, est venu avec force. Avec ça, s'ils continuent, si c'est lancé, je crois bien qu'ils auront leur part des responsabilités dans cette compétition, Inch'Allah. Bon, je leur souhaite le meilleur pour la suite de la compétition. Assalamu alaikum. Les Africains doivent s'organiser bien pour se préparer pour la Coupe du Monde. Maintenant, sur le côté européen maintenant, vraiment, le pays quand même va favori un peu. On va à la France, l'Allemagne et puis le Canada. C'est les pays qui sont un peu favoris pour la Coupe du Monde. Non, vraiment, on se souhaite quand même, puisqu'on est africain, on souhaite quand même le meilleur pour les Africains. Puisque les Africains vont pouvoir dépasser, arriver jusqu'en cas de finale, on souhaite ça. Mais ce n'est pas facile, mais c'est un jeu de compétition. Nos experts quartiers qui se sont prononcés et le dernier expert ne croit vraiment pas aux équipes africaines. Et il a mentionné le nom de l'Argentine et du Canada. Mon cher Saad. Oui, bon. Les équipes africaines, c'est ça, elles sont pas, d'une manière générale, ne sont pas prêtes. Sont pas prêtes parce que peut-être physiquement elles sont prêtes, mais elles ne sont pas prêtes mentalement, moralement, psychologiquement, parce que elles vont. Quelle équipe vous a impressionné par le Sénégal dans le jeu. Le Sénégal dans le jeu m'a impressionné par rapport aux autres équipes, même dans la mentalité. Quelle équipe vous a impressionné après une semaine de compétition? Le Maroc. Les Lions de l'Atlas. Ouais, le Maroc. Donc, disons, c'est un match nul et tout, mais ce que j'ai vu en termes de production, en termes de qualité de jeu, c'est clairement supérieur à toutes les équipes africaines. Je ne parle même pas du Cameroun dont la prestation a été médiocre. Je ne parle pas du Ghana qui a montré autre chose. Je ne parle pas de la Tunisie qui est encore piètre dans le jeu. Je ne parle pas aussi du Sénégal qui, pour moi, c'est un trompe-l'œil, les matchs du Sénégal, parce que le Qatar, franchement, même nous, même ici, Albania, on s'organise, on peut tenir tête à l'équipe sans manquer de respect. Mais clairement,
le Qatar a réussi. Si vous avez regardé le match, il rigole. Si vous avez regardé le match, le Qatar a quand même bousculé le Sénégal avec ses arguments assez modestes. Le Qatar a bousculé le Sénégal. C'est dire que si le Sénégal avait croisé une équipe supérieure à celle du Qatar, le Sénégal n'aurait pas obtenu le point de la victoire. Non, moi je pense. C'est mon avis. Le Sénégal a voulu gérer. À 2-0, le Sénégal a voulu gérer le match. Maintenant, elle s'est fait rejoindre au score. Oui, après encore qu'elle s'est projetée la marque. Est-ce que ça passe face au Brésil ou face à la France? Non, on va pas jouer de la même manière. Mais quand tu mènes et puis quand tu es mené, c'est pas la même manière. Est-ce que vous avez vu la rencontre Brésil-Serbie? Comment vous avez trouvé le Brésil déjà? C'est un signal fort. Hein? Ah oui, le Brésil est toujours favori. C'est la meilleure nation de football qu'on peut exister, donc toujours favorite. Parce que voilà. Donc ça m'a pas étonné. Et puis il y a une nouvelle génération qui est en train de monter, coachée par Neymar, mais il y a Vinicius qui est là. Tout. Après, le Brésil a un groupe assez compact. C'est un groupe qui vit bien depuis longtemps ensemble. L'entraîneur, vraiment, c'est lui qu'il faut mettre à l'actif de ce succès du Brésil, là, en guillemets, parce que Tite, il a réussi à fédérer des stars. Fédérer des stars, c'est pas facile. Voilà, faut être un Mourinho, faut être un Guardiola ou un Everena, vraiment pour canaliser les égos dans le vestiaire. Et quand sur le banc de touche, vous avez Martinelli, vous avez Gabriel Jesus, vous avez Anthony, vous avez Rodrigo, de grosses stars dans leurs équipes respectives, vous les avez sur le banc de touche. Comment est-ce qu'il faut gérer avec cela? Je pense que c'est toute la complexité du métier. Et ça, l'entraîneur Tite réussit à le faire. C'est ce qui explique le succès de l'équipe du Brésil en ce moment. Mais le match face à la Serbie, je reste sur ma faim parce que le Brésil a la capacité de démontrer plus mieux que ça. Et donc j'attends les prochains matchs. On dit que les grandes équipes au fil des stades de la compétition montent en niveau. Donc j'espère que le Brésil va monter en régime parce que l'argument intrinsèque que le Brésil a, je pense que c'est supérieur à celle de toutes les équipes du monde. En tout cas, on aura vu l'ensemble des équipes dans cette Coupe du Monde. Et chez vous également, chers téléspectateurs, j'imagine que vous avez également votre équipe favorite après avoir vu l'ensemble des équipes. Nous sommes en fil rouge sur une rencontre qui se déroule en ce moment entre la France et le Danemark dans la poule de la Tunisie qui a été battue par l'Australie. Et on va préciser, le score est de 2-1 en faveur des Bleus avec un doublé de Kylian Mbappé. On joue pratiquement les arrêts de jeu et en soirée on aura la rencontre entre l'Argentine et la formation du Mexique. Allez, le dernier virage de cette émission nous amène dans les temps additionnels. Allez, le temps additionnel qui nous a été indiqué pour boucler l'émission, c'est 3 minutes. Voilà, 3 minutes de temps additionnel, cher monsieur, pour boucler cette émission. Ahmed Bakayoko, votre temps additionnel, c'est lequel? Mon temps additionnel, je dirais que c'est Richarlison. Ah oui. Pour moi, c'est l'homme du début de la compétition. Il a focalisé toutes les attentions sur lui à cause de ces 2 buts, en tout cas magnifiques qu'il a mis. Et peut-être on pourra le voir à l'écran. Effectivement, avec le soutien de la réalisation, c'était un magnifique but, en tout cas, pratiquement le plus beau du moment. Magnifique but en tout cas de Richarlison qui permet au Brésil de vraiment asseoir cette victoire parce que ça devenait compliqué à 1-0 parce qu'on avait une bonne équipe de Serbie. Ahmed, vous savez ce qui permet de marquer ce type de but? C'est ce qu'on appelle le capital confiance. Et le Brésil part avec 0 complexité. Voici pourquoi il réussit ce type de geste que nos pays africains, malheureusement pour l'instant... Surtout, Richarlison, il est vraiment confiant. C'est l'Allemagne qui n'est pas allé jouer la Coupe du Monde, mais qui est allé faire une protestation politique. La réponse aussi du Qatar a été à la hauteur aussi des choses, parce que le Qatar, et puis la FIFA a tranché à faveur du Qatar. Le Qatar dit qu'il faut respecter ses lois. Qu'est-ce que vous reprochez à l'Allemagne? L'Allemagne, lors de la séance photo d'avant-match, les joueurs allemands ont mis leur main sur leur bouche en signe de protestation, genre qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Qatar et bien dans le monde arabe. Pourtant, on est sur un terrain de football, on est venu voir le football. Le Qatar a dit, le ministre qatari a répondu, vous pouvez mettre votre main partout, mais respectez nos lois, nos coutumes, notre religion.
Donc moi c'est un message fort du Qatar. En tout cas, un message fort qui a été bien perçu, on l'imagine, par les Allemands. Allez, le temps additionnel de la rédaction de Albion Sport va à l'endroit de la sélection du Japon, l'équipe nationale qui a rendu vraiment propre son vestiaire après sa victoire face à l'Allemagne. On voit les images, regardez ce vestiaire après le match, c'est incroyable, c'est connu des Japonais, partout ils passent, ils rendent l'environnement propre. Oui, Bakayoko. Oui, c'est un modèle de discipline. Je pense que cet exemple-là, dans un moment de football, doit faire tâche d'huile pour servir à tout le monde, pour dire que le football est une fête, c'est un sport, mais au-delà de ça, il y a des valeurs qu'il faut apprendre. Et le peuple japonais, qui est un peuple connu pour sa discipline, connu pour son exemplarité, est en train de donner un bel exemple. Ça a des mots sur ces Japonais. Oui, je pense qu'à la Coupe du Monde, il y a 32 équipes, mais chaque équipe aussi vient avec son identité. C'est le reflet de ton pays. C'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est aussi ça qu'ils ont montré. Chez eux, ils sont propres, donc ils ont montré à la Coupe du Monde. Il y a des bagarres aussi qui vont montrer. Un bel exemple pour de la part des Japonais à l'endroit du monde. Allez, chers messieurs, on va s'arrêter là pour cette émission de ce numéro. Merci. Salam alaikum à vous, mon cher Saad. Oui, moi, je fais un coucou à Ouattara Suleiman. Qui du côté très Jules le couturier qui m'a offert cette belle tunique. Et il dit merci. En tout cas, vous êtes superbement bien habillé. Salam alaikum, merci à vous également, mon cher Bakayoko. Tu es superbement bien habillé également. Merci, même s'il veut me frustrer. Allez, voilà, chers téléspectateurs, nous, on a pris encore énormément de plaisir à vivre cette émission avec vous, à vous présenter cette émission. On a été au cœur de la Coupe du Monde. On vous a présenté tout ce qu'il y a de mieux qui se passe au niveau de la Coupe du Monde. Merci de nous avoir suivis et que la miséricorde d'Allah soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.